Parmi les demeures de cette rue vieillotte et majestueuse, celle-ci, appartenant aux Morin, paraissait encore plus que les autres encroûtée par le temps. 3 siècles de pluie méticuleuse avaient rongé les sculptures compliquées de sa façade, qui laissaient à présent paraître la trame de ses charpentes infirmes et têtues. Tous les mouvements habituels d'une maison étaient devenus pour elle plus lents, plus pénibles, comme réduits par l'effet d'une fatigue immense, un très long passé. Lorsque la porte en bois massif tourna brusquement sur ses gonds, nous eûmes l'impression d'un danger maladroit comme on en ressent quand un vieillard tente un tour de force devant vous. Une femme sortit, petite, voûtée, drapée dans d'épais volants de drap noir, suivie de près par un homme tête nue, aux gestes vifs, heurtés. Parvenus ensemble sur le trottoir, leur discussion se poursuivait à voix basse, quand une phrase se détacha bien nette, surprenante, dans l'ensemble des mots chuchotés et confus. « Mademoiselle Balavé, je vous le dis, vous êtes une vieille dégoûtante. » La femme, biffée, surprise, en resta là, figée, n'osant quitter sur le moment ni sa place ni l'injure. Puis, s'étant recueillie, elle partit en boitant le long du ruisseau comme un canard funèbre. Et longtemps, les murs d'alentour se renvoyèrent l'écho de ses pas ridicules. La monotonie provinciale est comparable à la surface de ces grands lacs qui se couvrent de rides quand le moindre vent vient les effleurer. 1 heure à peine s'était écoulée depuis l'incident que déjà les 3000 habitants de Pont-à-Bon bavaient avec entrain sur la réputation de mademoiselle Balavé. Enfin, pendant quelque temps une allégresse diabolique allait donc animer le cœur de tous ces gens dont le rythme naturel n'oscillait guère contre la crainte et l'hypocrisie. Depuis longtemps, depuis toujours peut-être, chacun dans Pont-à-Bon guettait l'annonce inespérée de cette fête louche, qu'est un beau scandale, intime et chaude réjouissance pour les puissances honteuses de l'instinct, encourageante récompense pour ceux qu'oppriment les innombrables traditions. D'autre part, aucun de ces êtres passifs n'eût osé par ses propres forces soulever d'un seul pli le manteau d'écrasante mélancolie qui pesait sur les destinées de Pont-à-Bon au cours des jours et des années. Mais puisque mademoiselle Balavé venait de faire les frais d'un éclat immoral, puisqu'il jaillissait de sa vie timide un mince filet d'imprévus désastreux, tous voulurent boire un peu de ce fiel authentique pour le vomir ensuite, dans un beau geste de public dégoût. Pas un Pont-à-Bénois qui n'enviât d'en cracher une goutte, grosse ou petite, qu'importe, pourvu qu'elle fût plus amère et plus méchante encore que celle du voisin. Parvenue chez elle, chancelante d'émoi, mademoiselle Balavé se retira dans sa chambre. De ses yeux pâles, elle fixait le tapis au milieu de la pièce. D'abord, elle ne perçut rien de distinct, car tout son être du moment était rempli par les vibrations du honteux incident qu'elle venait de vivre. Jamais elle ne s'était sentie dans un état mental aussi intense, aussi coloré. Les représentations qui se pressaient dans son esprit en foule avaient une allure péremptoire qui la stupéfiait. Elle eut un instant d'étrange orgueil en cette possession d'une volonté supérieure à la sienne et qui maniait ses propres idées avec une désinvolture inconnue. Cette vitalité anormale dont frémissait sa mince substance n'eut, hélas, qu'une brève durée. Bientôt elle retomba dans son calme, où l'attendaient ses rêves impuissants et ses réalités douloureuses. Devant ses yeux, le chagrin dansait sur le tapis sa danse tremblotante. À présent, elle voyait tous les trous, au même instant, des pas lourds rapides dans l'escalier, une porte ouverte, et madame Morin fut là, devant elle, avant d'y penser. D'ailleurs, la visiteuse, négligeant tout préambule, s'installa d'emblée dans une explication menaçante. « Mademoiselle Balavé, je suis venue tout de suite, chez vous, quand en rentrant, mon mari m'eut raconté l'objet de votre visite. » Ici, madame Morin fit une pause et s'assit méthodiquement avec l'assurance d'une personne à qui son indignation donne des droits indiscutables.
Portant en avant le menton, elle inclinait légèrement la tête, expira d'un soupir plein de sous-entendus par son nez pointu, oblique. Il émanait de madame Morin un tel ensemble de vilains sentiments, une telle répugnance, mélange de cautèle et d'agressivité, de mépris et de sollicitude, qu'il était impossible, même en qualité d'étranger, l'ayant entendue rien qu'une seule fois, de ne pas la détester pour le reste de sa vie. Sur ce même mode antipathique, madame Morin reprit « Mon mari ». Elle donnait à ce mot son sens le plus massif et le plus agaçant. En parlant, elle s'appuyait sur son mari de toute sa personne, qui s'inclinait alors un peu sur son siège. Elle ne saluait pas précisément le mot à la sortie de sa bouche, mais elle en soulignait l'importance de tout son corps. « Mon mari vous a dit ce que la ville entière pense de vous. » Cette démarche auprès de notre fille est en effet monstrueuse. Certes, nous vous savions débauchée, mais pas folle à ce point. Madame Morin, cherchant à donner l'impression d'un courroux insurmontable, avait, pour y parvenir, situé ses traits dans une expression hideuse de faux étonnement. On pouvait à peine la regarder tant elle était laide ainsi, ses lèvres surtout en devenaient une espèce de corolle violacée, aux fissures baveuses, cernant des dents gâtées, ensemble fétide que l'on aurait désiré voir se clore à jamais, à n'importe quel prix. Cependant elle continuait de plus belle. Notre fille doit se marier demain, monsieur Fulmouche. Certes, j'en conviens, c'est un joli parti, bien digne de notre fille, dont la conduite a toujours été parfaite. Et, grand Dieu, mon seul remords, entendez-vous, mademoiselle Balavet, c'est d'avoir toléré, parce que c'était la guerre, qu'elle fréquentât votre maison. Plus menaçante encore, elle projetait à présent ces mots contre la faible demoiselle comme des balles. Osez donc prétendre que vous n'étiez pas de mèche avec votre capitaine Beaujarret. Peut-on dire, répondit gentiment la vieille demoiselle. Comment peut-on dire? Pendant que vous les attiriez ici sous le prétexte d'un mariage éventuel, n'en étiez-vous pas amoureuse vous-même de votre capitaine Beaujarret? Dites donc un peu le contraire que je vous entende. Elle redoublait, cherchant l'éloquence. « Allez, ce n'était pas beau, votre fameux patriotisme. Une vieille fille comme vous, ce que vous aimiez dans l'armée, c'était les soldats. Gardez-le, votre capitaine. Notre fille ne couche pas avec les morts. C'est bon pour vous. Mon mari et moi ne voulons plus jamais vous voir à la maison, ni venez plus prêcher à notre Élise, à notre petite Élise. Cette fidélité absurde au souvenir de votre capitaine, gardez-le, je vous en prie. Gardez-le tout entier. » Comme tous les êtres médiocres et passionnés, madame Morin aimait par-dessus tout à donner des leçons. Elle en donnait à propos de tout et de n'importe quoi, car elle avait alors l'impression de posséder pleinement le sujet, et elle bafouait ses auditeurs. Dans ce cas, l'aubaine était unique pour elle, car mademoiselle Balavet devait subir entièrement et sans recours la morale venimeuse de madame Morin. Ayant extrait de la vieille fille tout ce qu'elle pouvait contenir d'agréable à son orgueil imbécile, elle s'en alla avec dignité, emportant le souvenir d'un noble rôle. Double plaisir. En butte depuis le matin des attaques d'une violence inouïe pour elle, la raison de mademoiselle Balavet trébucha d'abord dans l'incohérence, puis tomba dans l'absurdité. Désormais incapable d'une critique ordonnée de ses sentiments ou de ses notes, elle eut en compensation l'illusion d'une puissance morale providentielle, d'une emprise intellectuelle assez épuisante mais précieuse quand même. En un mot, il lui sembla posséder une vérité qui la possédait en tout. Par suite de ce mariage avec sa manie, son corps ne lui donnait plus les mêmes sensations qu'auparavant. Toute sa mobilité naturelle était devenue étrange, et chaque geste s'accompagnait d'un léger engourdissement, d'une espèce de difficulté superflue et cependant volontaire. Elle voulut essayer ce nouvel état d'âme. D'un bas tiroir de sa commode, elle tira une liasse de papiers officiels et de lettres concernant le capitaine Beaujarret. Sur un cahier, l'une après l'autre, sans arrêt, elle se mit à copier toutes les citations, non pas fidèlement, mais en ajoutant à chacune d'elles une large dose d'héroïsme. Ici, sous sa plume, 20 prisonniers deviennent une centaine, l'unique drapeau fut bientôt 10. Elle multipliait aussi les blessures dont le pauvre capitaine fut absolument recouvert, comme ça, par plaisir, par amour.
À mesure qu'elle écrivait, sa pensée s'excitait dans le sublime, devenait carnavalesque et titubante. De toutes pièces alors, elle inventa de nouvelles citations. Bientôt, par ses soins, Beaujarret ne fut plus qu'un monstre de patriotisme. Il avait chargé tout seul des escadrons, rapporté 3 canons dans ses bras vigoureux, attrapé des avions au vol. Et mademoiselle Balavé se relisait, toujours en extase, longuement. Quand elle eut achevé cet inconcevable travail, la journée touchait à sa fin. Mademoiselle Balavé était heureuse. Mettant sous son bras le paquet de ses citations fantaisistes, elle prit le chemin du cimetière, ne rencontra personne dans la rue du Pré-Beauté, atteignit les champs sans qu'on ne l'ait vue. Le cimetière était loin de la ville, et puis il fallait encore en faire le tour avant de parvenir à sa petite porte. Arrivée là, elle dut enjamber avec peine le tout petit mur qui protège contre les chiens l'entrée des cimetières bretons. Encore quelques pas, et tout essoufflée, elle s'accrocha des 2 mains à la tombe du capitaine Beaujarret. Sur la pierre, elle déposa son œuvre de piété en hommage, et puis, à genoux, on l'entendit adresser aux morts cette étonnante question. « Capitaine Beaujarret, suis-je une vieille dégoûtante ?» Comme il pleuvait à présent, elle ne put s'attarder en prière car elle redoutait la pluie pour ses vêtements dont elle avait grand soin. Elle reprit alors la route de Pont-à-Bon à l'heure indécise, où les chemins, les remblais et les champs s'estompent dans leurs contours, à cette heure où les longs voiles d'ombre et d'oubli s'avancent de l'horizon grisâtre pour confondre les gens et les choses, à ce moment où chaque nuit nouvelle pose à l'esprit ce doute atavique et puéril sur l'existence d'un lendemain lumineux. Mais mademoiselle Balavé ne devait plus avoir jamais de ces soucis inutiles. Elle avançait dans le calme définitivement. Elle parut bientôt toute petite au loin, puis si petite qu'elle ne fut plus qu'un point, et que ce point lui-même perdit enfin sa couleur et ne fut plus rien. Ainsi disparut-elle dans le cours de la route, comme une larme dans un nuage immense, qui serait grand comme le ciel, et triste comme la terre.